مشاهدينا الكرام، وسعدتم مساء وطابت اوقاتكم. مرحبا بكم الى عدد جديد وبرنامج جديد تحت عنوان ضد التيار. ضد التيار في العدد الأول مشاهدينا الكرام، ونستسمحكم لأن المفاجأة أو الهدية في هذا العدد الأول هو ضيفة كاتبة وباحثة أكاديمية فرنسية تحمل هموم سنين، تلخص كل ما جاء في حياتها منذ الطفولة في كتاب اسمته الطفلة الصغيرة ابنة مستغانم، La petite fille de مستغانم. إذا في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، أولا أرحب بالضيوف الذين سيحضرون هذا اللقاء، وأحيانا ستكون مداخلتنا باللغة الفرنسية. بداية أقدم لكم الضيف. Tout d'abord, bonjour Madame Isabelle Vaha. Votre arrivée en Algérie. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et avec immense plaisir de vous recevoir parmi nous. Ben moi, je vous remercie aussi de l'avoir donné, cette invitation. Et c'est même pas un remerciement, c'est de l'émotion. C'est un accord chargé d'émotion de pouvoir me retrouver aujourd'hui sur ce plateau, et qui plus est en Algérie, avec tout ce que ça suppose de symbolique et de solennel, parce que pour moi, c'est pas une visite touristique, c'est pas une visite de vacances, c'est une grande visite avec un G majuscule. Et c'est l'Algérie qui m'invite, à travers des personnes qui ont mis en œuvre cette possibilité de vous retrouver aujourd'hui, à savoir quelqu'un qui était dans mon avenir, comment dire, dans mon entourage proche, à savoir Fachar Hassanine, qui était membre de l'association Maurice Audin, qui m'a mis en lien avec Mohamed Zaouia. Du coup, je suis tellement émue, excusez-moi, qui est présent sur le plateau, et par ce biais, évidemment, être invité tout à fait officiellement par Monsieur Derouiche, le directeur de la chaîne de cette télévision qui me permet d'être là. Voilà. Exactement. Vous voilà donc, Madame Vaha, vous voilà en Algérie. Oui. Et ce n'est plus la petite fille de Mostaganem, c'est la grande fille qui est avec nous aujourd'hui. Eh ben, c'est ce qui m'a été Vous êtes le bienvenu. À côté de nous, c'est le journaliste, c'est le réalisateur, notre collègue correspondant de la chaîne Al-Wataniya de Paris, Monsieur Mohamed Zawi. Mohamed, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, عبد الكريم سأتحدث بالعربية أولا، ثم سنتكلم بالفرنسية. نعم. كانت يعني قبل اللقاء حينما قالت لها صديقتها يعني اللي هي مناضلة في جزائرية وبنت واحد اللي كان مناضل في جبهة التحرير الوطني فتيحة، قلت لها بأنها ستلتقي صحفي وسيسجل معها حوار. لم تصدق ذلك، وأجرينا هذا اللقاء وهذه المقابلة، ثم المقابلة لم تظهر يعني على شاشة الوطنية، لأنهم كانوا ينتظرون مناسبة من المناسبات لكي يتم بث هذه المقابلة. وحينما طلعت المقابلة في التلفزيون فانفجرت بالبكاء. أنا لم أراها، ولكن قالت لي ce que tu m'as dit, Isabelle, quand tu as vu l'interview, ça a été réalisé, donc tu as pleuré, tu m'as dit sur la petite fenêtre de Messenger que tu as éclaté de pleurs. Pourquoi? Alors, c'est sûr que déjà en préliminaire, il faut que je dise que j'ai eu beaucoup de sollicitations et beaucoup de promesses pour pouvoir rendre visible un peu cet engagement, non pas parce que c'est moi qui le demandais, mais parce que effectivement, il y a des personnes qui ont vu qu'il y avait de la sincérité et une réalité dans cet engagement, sauf que personne n'a honoré ces promesses, personne.
jusqu'à mon camarade, mon confrère quelque part, mon compatriote. Vous m'avez confié hors antenne que c'était votre ange gardien. Ange gardien, Monsieur Zaoui. Donc la rencontre, c'était... Mais j'allais le dire. Il fallait me laisser parler jusqu'au bout. Et qui est devenu non seulement le réalisateur et le témoin de mon histoire, puisqu'en plus il est rentré dans l'intime de mon histoire, puisqu'il est rentré dans ma maison. Donc il a filmé dans ma maison. Donc la maison, c'est quand même le lieu intime par excellence. Alors non seulement de l'intime, du réalisateur de l'intime, c'est devenu aujourd'hui en Algérie, à partir du consulat d'ailleurs. Ça a commencé très tôt. Mon ange gardien. D'accord. Donc, pour bien expliquer aux téléspectateurs et comprendre c'est quoi l'histoire de la petite fille de Mostaganem, permettez-moi justement d'inviter les téléspectateurs à regarder ce petit passage pour comprendre et connaître Madame Isabelle Vaha. Et pourquoi ce titre? Peut-être c'était un rêve de 40 ans de visiter l'Algérie, c'est un fardeau historique. Donc قصة إنسانية محمد. خليوا المشاهد الكريم معنا في هذا اللقاء نتبعوا من تكون إيزابيل فاها ولماذا هذه القصة الإنسانية باعتبارها ابنة رجل عسكري فرنسي في حقبة الاستعمار إبان ثورة التحرير المباركة. قصة جد مؤثرة. نتابع ما جاء في هذا التسجيل اللي هو تسجيل للسيد محمد الزاوي باسكو سي لوي كي a réalisé cette interview, c'est lui qui vous a interviewé justement dans votre domicile en France. Donc نشاهد ما جاء في هذا التسجيل ونعود إلى النقاش في البلاطو. Alors je suis Isabelle Vaha. Je suis à l'heure actuelle toujours enseignante et je fais beaucoup de recherches historiques et notamment sur la Deuxième Guerre mondiale et bien entendu la guerre d'Algérie puisque elle fait partie de mon histoire, mais je pense qu'on le verra par la suite. L'idée, je ne l'ai pas eue jusqu'avant. Pourquoi? Parce que j'étais dans une situation de telle douleur et de telle honte, c'est surtout de honte par rapport à mon histoire, par rapport à celle de mon père, que je n'aurais même pas pensé une seconde avoir la légitimité de pouvoir la rendre publique. C'est vrai que la démarche de Jean-Luc Einaudi a été suffisamment forte, suffisamment émouvante aussi, pour que je me mette à l'écriture de ce livre. Au départ, je voulais le faire sous forme de témoignage, comme pour beaucoup de gens quand ils ont quelque chose à expliquer. Et pour moi, c'était trop difficile. C'était impossible que je puisse le faire sous forme de témoignage. Et donc, j'ai prêté ma voix à une héroïne. Mais même si le livre est écrit sous forme de roman, c'est un roman autobiographique, réel à 98%. Les 2%, c'est juste des petites choses pour que ce soit à peu près compréhensible dans la chronologie et que le lecteur ne se perde pas. Et c'est un moyen de me mettre à distance puisque j'ai passé beaucoup de temps à pleurer dans l'écriture de ce livre, quand bien même que c'était une histoire en apparence fictionnelle, mais qui ne l'est pas du tout. أعود إليك زاوي بعد هذا اللقاء بالسيدة إيزابيل فاها الحاضرة معنا. وش كان إحساسك لأنه هذه الكاتبة الأكاديمية الباحثة الاجتماعية والأستاذة الجامعية، هل كان بالنسبة لك عودة الضمير لأنه كان عندها طفولة مليئة بالحقد بالكراهية للآخر إلى درجة أن والدها العسكري آنذاك رفض أن تولد في الجزائر بمدينة مستغانم وكان يسمعها كلام جد قبيح كما سنرى معها الآن. الدافع بالنسبة لك أنك تعاملت معها بإنسانية كبيرة وحققت لها هذا الحلم اللي راودها منذ 40 سنة وها هي اليوم في الجزائر. وكنت المرافق الوحيد بالمناسبة لها أنها عادت أدراجها إلى تلك البلدة التي أحبتها وهي مستغانم بالغرب الجزائري. نعم، هي تحدثت في هذه المقابلة عن الذين أثروا في تحويلها وتحويل فكرها، وهي لا تنتمي إلى أي حزب سياسي لا يميني ولا يساري. Elle n'appartient ni à la gauche ni à la droite, mais à la sensibilité
humaine. يعني عندها إحساس إنساني كبير. وربما من الممكن نطرح لها أيضا السؤال، يراودنا السؤال، هل ترى من جات هذا الإحساس الإنساني هذا اللي عندها؟ يعني بقيت أنا أتساءل، هل كل الفرنسيين مثلها في حالتها؟ يعني الناس اللي عندهم آباء وظلموا، أكيد ربما موجود فرنسيين من أمثالها، ولكن هي قطعة نادرة، يعني قطعة ذهبية نادرة. وراح اتكلم يعني هي justement محمد نطرح له السؤال في هذا الباب. Madame Vaha, vous vous sentez coupable au réveil de conscience par rapport à ce fardeau historique et douloureux, ce que vous avez vécu, qu'il soit à Mostaganem ou après votre déplacement en France? ثم قالت أنها بكت كثيرا. نعم. وهي تكتب هذا الكتاب, elle pleurait quand elle écrivait ce livre. Oui. Alors, justement, il y a beaucoup de choses dans la question et dans la remarque que vous faites. Alors, je vais essayer quand même d'être concise et puis revenir aussi sur l'histoire gauche-droite. Alors, quand on peut dire que je suis ni de gauche ni de droite, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas de droite. Ça, c'est clair. Je veux dire que je suis pas encartée, mais par contre, mes sensibilités sont toujours du côté de celui qui est dans la relégation. Donc ça, c'est quand même important, parce qu'aujourd'hui, la signification gauche-droite, elle est quand même sacrément perturbée, et c'est un peu difficile de trouver sa place. Ça, c'est une chose. Je voulais dire que vous n'appartenez pas à un parti politique. Non, c'est ce que je viens de dire. Hein, je ne suis pas encartée. Voilà. Alors, le terme de fardeau historique, j'y souscris complètement, parce que ça a été réellement le cas jusqu'en mars 2002. Il s'est passé un nombre d'événements successifs, c'était sûrement pas un hasard, qui a fait qu'effectivement, je me suis détachée de cette responsabilité, de honte, de faute, comme si moi, en tous les cas jusqu'en 2002, j'étais persuadée que j'avais une part de faute dans cette histoire, à tel point que je ne pouvais même pas avoir de relations normalisées avec les Algériens, pas de mon côté, hein, pas d'eux, de mon côté, à savoir que j'avais l'impression qu'à travers moi, les Algériens pouvaient savoir ce que je portais derrière. Et à partir de mars 2002, il y a eu un phénomène assez extraordinaire. C'est comme si, on va dire, la communauté algérienne, alors on va dire sur deux champs particuliers, toute la communauté, on va dire, universitaire et la communauté artistique. Et on avait l'impression, enfin moi j'ai eu cette impression que tout le monde attendait derrière la porte que je l'ouvre et que je puisse enfin passer ce seuil. Et du coup, toutes ces relations avec les Algériens, elles étaient complètement normalisées et c'est devenu une vraie fête. Et ce fardeau, justement, historique, non seulement je l'accepte de le porter, mais je le porte maintenant avec plus ce côté victimaire ni de souffrance, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, parce qu'il faut se construire, et j'aurai l'occasion sûrement de dire sur le plateau à partir de quand et comment ce fardeau est venu sur mes épaules, mais aujourd'hui j'en ai fait une force, et surtout une force qui va au-delà du militantisme, parce qu'il y a cette part d'humanité. Et en fait, je disais ce matin que, en fait, mais pour moi c'est une évidence. Depuis que je suis ici, on me renvoie cette dimension d'humanité, mais d'une manière phénoménale, c'est du 360 degrés, mais en fait, pour moi, c'est une évidence. La communauté des hommes, elle passe au-dessus. Et c'est pour ça qu'à partir du moment que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon histoire familiale par rapport à la haine qui m'a été inculquée, c'est un précepte éducatif dans ma famille de m'inculquer la haine de l'autre et surtout de celui qui est différent. Et donc à un moment donné, je me suis rendu compte très vite, à 8-9 ans, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que d'un côté, on me disait « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et d'un autre côté, on me disait « ben non, pas eux ». Pas eux. Et justement, le prochain livre qui va sortir en principe le mois prochain et après, ou un petit peu plus tard, le titre, je l'ai pris volontairement, une phrase de ma mère, « Ma fille ne prie surtout pas pour les Algériens ». Et cette fois, contrairement à la petite fille de Mostaganem, il y a « je ». Et donc, je fais tout un compte-rendu aussi de rencontres
avec des gens qui m'ont accompagné dans cette démarche, que ce soit Henri Allais, que ce soit Jean-Luc Inaudi, mais d'autres aussi, et en même temps des souvenirs d'enfance extrêmement douloureux. Je vais passer rapidement sur un seul. Je me suis fait menacer par mon père avec un P-38, qui est une arme militaire, tout simplement parce qu'il m'a vue assise en tailleur et qu'il a été absolument dans une rage pas possible, parce qu'il me disait, elle s'assoit même comme les Arabes. Comme les Arabes. Donc voilà. Ça a déclenché des réactions extrêmes. Et donc effectivement, ce fardeau, ma visite, je peux vous dire que, et là je pars demain, je suis complètement délestée de mon fardeau. Non seulement je suis délestée de mon fardeau, mais à ma grande surprise aussi, j'ai trouvé une place. J'ai une place, je ne suis plus dans l'incertitude, je ne suis plus dans un à peu près, je ne suis plus dans un entre-deux. J'ai vraiment une place et pour finir mon propos là présentement, je suis donc dans la transmission pédagogique qui est une de mes passions, mais une passion presque viscérale. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais enseigné jusqu'à maintenant, tout ce que j'avais défendu jusqu'à maintenant, vous me l'avez confirmé. Donc je pars dans l'avion dimanche avec une confirmation. Mais vous vous rendez compte, c'est absolument extraordinaire ça. C'est une confirmation, c'est pas une découverte. Parce que paradoxalement, je n'ai rien découvert ici, puisque je savais déjà, sur un plan implicite, mais surtout explicite. Mais vous m'avez confirmé. Et je peux vous dire que je rentre, mais alors, je suis encore armée, encore plus qu'avant. Hein. Justement, aujourd'hui, vous avez réussi votre vie en tant que prof aux universités françaises. Ma question, si vous permettez, Madame Vaha, vous avez vécu une enfance douloureuse dans un climat familial tendu, plein de haine, de mépris à l'autre, justement. Comment vous avez franchi et vous avez grandi, sachant que vous avez, fillette que vous étiez, à 11 ans, 12 ans, vous écrivez justement une lettre à vos parents, qu'il n'y a pas eu de retour. C'était quoi le contenu de cette lettre, justement? Justement. Vous savez, aujourd'hui, et encore plus particulièrement depuis que je suis chez vous, la question, elle reste quand même sacrément ouverte. Comment j'ai fait? Moi-même, je me la pose, comment je fais? Alors, comme je suis aussi, pas seulement, j'insiste, une universitaire, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Bayard et qui a écrit un livre qui a le titre « Aurais-je été résistant au bourreau ?» parce que c'est en référence à la guerre de 39-45 dont c'est le principal champ de recherche de ma part. Et dedans, il parle de personnalité potentielle et de créativité. Et moi, toute petite, il y a peut-être une fée, quelqu'un qui m'a mis ça, cette personnalité potentielle et cette créativité. Et ça m'a permis justement, au fur et à mesure des âges, à développer cette force que j'ai aujourd'hui. Parce que le point de rupture terrible, absolument terrible, c'est le fameux jour où je vous passe les détails, où j'ai découvert dans une boîte à photos des photos de mon père dans la torture et dans cette gestuelle de satisfaction, de fierté, c'est surtout de fierté, c'est ça qui m'avait frappé. Et au musée, j'ai retrouvé deux photos. Il faut signaler aussi que votre père, il a fait la guerre d'Indochine, justement. Il faut le préciser. Il est revenu avec des séquelles de cette guerre vers la guerre d'Algérie. Absolument. Donc, pour juste effectivement rappeler aux téléspectateurs, donc je suis la fille d'un légionnaire tortionnaire qui a participé amplement à la torture en Algérie, qui en a assuré la légitimité, qui l'a plus que confirmé, qui est mort en disant « je n'en ai pas massacré assez », ça veut tout dire, et qui a aussi été décoré par la Légion d'honneur pour fait de guerre. Donc, quelque part, c'est vraiment la consécration totale d'une démarche assumée de bout en bout. Et donc moi, on m'a imposé cela, et c'est pour ça que c'était extrêmement douloureux, extrêmement compliqué de sortir de tout ça. Et donc avec cette personnalité potentielle et avec cette créativité, pas à pas, en fonction aussi de l'âge, parce qu'à 8 ans, 9 ans, on est comme ça, à 12, 13, on est aussi. Et cette histoire de photos qui a existé et qui a existé d'une manière majeure dans cette scénographie familiale a été vraiment le point de départ qui m'a conduit ici aujourd'hui. Ce qui fait que
quand j'ai eu un âge un peu plus de réflexion, même si j'étais pourtant vraiment précoce, d'autant plus que je savais lire à 4 ans et demi. Donc j'ai écrit une lettre effectivement à mon père, que j'ai placée sous l'essuie-glace de la voiture et à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Et pire, quelque temps après, en concert, enfin 2 concerts comme on dit, pardon, ma mère et mon père ont affirmé que cette boîte de photos n'avait jamais existé et que j'étais une menteuse. D'accord. Et comment on peut approuver que votre père, il a torturé la boîte, cette boîte, elle n'existe plus. Comment on peut... La boîte magique. Alors, oui. Elle a disparu par la suite. Moi, quand je dis magique, c'est des bonnes choses. Hein. Ouais. Ça c'est pas. En plus, c'est un terme que j'emploie souvent, et notamment pour le téléphone, voilà. parce que c'est des boîtes magiques. On la voit justement sur. C'est des boîtes magiques. Ouais. Non, c'est pas. C'est pas cette boîte. C'est une illustration. Oui, mais c'est pas. Non. Ouais. Oui. Moi, quand j'utilise, parce que je suis un peu dans le milieu des fées et tout ça, là, même quand il y a une boîte magique, c'est beau. Là, c'est pas du tout une boîte à magique. C'est une boîte. C'était une boîte de. Comment dire, à chaussures, voilà. Donc tout était dedans. D'accord. Alors, c'est deux plans. Le premier, c'est l'enfant qui analyse avec ses outils d'enfant. Le premier champ, donc, c'est la prise de conscience dramatique que des parents qui, normalement, doivent être dans l'exemplarité, sont en fait des porteurs d'un mensonge. Ça, c'est le premier plan d'analyse. Et après, beaucoup plus tard, et aujourd'hui, évidemment, c'est tout simplement, très clairement, d'une manière crue, le déni de l'histoire. Donc, en disant que la boîte à chaussures n'existait pas, c'est comme si on pouvait dire, et c'est comme ça que ça a été porté, je pense, et pensé par mes parents à l'époque, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de torture, il n'y a jamais eu d'histoire avec la guerre d'Algérie, tout ça, ça n'existait pas. Donc on était à la fois dans un déni affectif de mensonges et après, beaucoup plus tard, quand j'ai eu les outils pour le faire, d'un déni historique. Et c'est évident qu'à un moment donné, j'ai pris les armes symboliques, mais enfin plus que symboliques, parce que sinon je ne serais pas là avec vous aujourd'hui, pour pouvoir dénoncer cela, et cela avec force. D'accord. Au point que parfois, il m'a été dit à plusieurs reprises, parce que je suis engagée aussi sur l'esclavage et aussi ce qu'on appelle nous en France les gens du voyage, à savoir toujours des populations qui sont dans la relégation, on m'a déjà dit à plusieurs reprises que j'étais traître à ma communauté. Alors, le terme de communauté, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'appartiens à la communauté des hommes. C'est très simple. Donc, je n'ai absolument pas le sentiment d'être traître à quiconque, sauf à ceux qui veulent me faire dire le contraire. Alors, في زيارتها إلى الجزائر نتكلموا على الزياره والاماكن اللي زارتها في لا دوزيام بارتي محمد. الجزء الثاني الدوزيام بارتي consacré justement à votre visite, ce retour à Mostaganem et comment avec Oda, la place des Martyrs, à Alger. Donc, Madame Vahaj, je voulais voir avec vous surtout cette phrase que votre maman aimait les arômes, surtout chez les fleuristes à Mostaganem, toute petite que vous étiez justement. Elle vous disait une phrase quand elle voit ça. Elle disait deux phrases. Deux phrases. Ouais. En fait, elle en disait surtout 3. Il y en a eu plein d'autres. Ouais. Mais ces 3-là ont été particulièrement marquantes parce que toujours avec l'analyse d'adultes, elles sont porteuses. Quand quelqu'un qui fait de la linguistique, il sait très bien qu'un mot, c'est un signifié et un signifiant. Ouais. Donc moi, les signifiants familiaux, ils étaient sacrément lourds. Ouais. Donc, je vais commencer par celui-là. Ouais. C'est « Ma fille ne prie surtout pas pour les Algériens » qui donc va être le titre de mon prochain livre, celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Et après, il y avait une qui était extraordinaire. هذه كلها عبارات كانت تصدر من الوالدة تاعها محمد أنه ما تدعيش الخير للجزائريين. كانت مولعة بأحد الأنواع من الورود التي تنمو في المنطقة، وعندما تشاهدها تقول لها بأنها خسارة على الجزائر أن يكون لها هذا الريع إن صح التعبير. Allez-y, je vous... Et ensuite, l'autre phrase qui est revenue souvent dans la bouche de ma mère et de ma famille, l'Algérie serait si belle sans les Arabes. Voilà. الجزائر تكون أحسن بدون العرب. بدون العرب. حينما دخلت بيتها وزارت بي الدار تاعها البيت،
لاحظت شيء لم أجد صورة لا لوالدها ولا لوالدتها فقلت لها وربما ستجيب على هذا السؤال Isabelle, quand je suis venu chez toi à la maison et j'ai visité un petit peu, j'ai pas vu une photo de ton père ou de ta mère. Non, jamais. Pourquoi? Jamais. Alors, il faut que je finisse d'abord sur la troisième et dernière phrase relative aux arômes, et après je parlerai effectivement de cela. Il y a, avec les arômes. Bon, cette fleur est magnifique. C'est une très belle fleur. Elle était amoureuse des arômes. Alors, ma mère était amoureuse des arômes et a priori, en Algérie, il y en avait beaucoup. Elle parlait toujours des arômes sauvages, le long des routes, etc. Et c'est pareil, elle disait, mais comment est-ce que le bon Dieu a pu faire pour donner une aussi belle fleur à ces gens-là? Avec tout ce que ça veut dire. Donc, voilà, ce qui fait que moi, cette fleur, elle a une connotation particulière et chaque fois que j'en vois, je suis partagée. À la fois, j'ai envie de la, comment dire, de lui dire, bon, tu es belle et tu as le droit d'être belle, y compris sur le sol algérien, d'un autre côté, et de l'autre côté, elle me rappelle aussi quelque chose de douloureux. Donc, je suis un peu ambivalente. Et pour te répondre, Mohamed, effectivement, il n'y a aucune photo de mes parents, aucune, parce que j'ai passé un stade où je peux vivre sans filiation familiale et que j'ai pas besoin de les avoir en photo, et surtout je ne veux pas les avoir en photo parce que tout ce travail justement de reconstruction, et j'insiste sur le terme de reconstruction, parce qu'un enfant se construit. Or moi, vu le départ, l'alpha de cette familiale et de cette éducation et de ce que j'ai vécu, c'était déjà de la déconstruction. Et donc, il a fallu d'abord que je déconstruise tout ça avant de me reconstruire. Et donc, cette reconstruction, je n'ai pas besoin d'avoir des témoins de ça, parce qu'ils ne le sont pas de cette reconstruction. En revanche, tu as vu qu'il y avait plein de photos de gens au mur que je ne connais pas. Je ne les connais pas. C'est des photos anciennes que je trouve très belles. Et en fait, je me suis reconstituée une sorte de famille symbolique. Et mes murs ont des photos, effectivement portent des photos, mais pas ceux de mes parents. Peut-être aussi, sachant que vous avez eu justement 2 suicides des grands-parents dans la famille, peut-être ça a été aussi un effet marquant de ne pas garder des photos ni de papa ni de maman. Alors non, parce que ça n'a rien à voir avec eux. Ça n'a rien à voir avec eux parce que les 2 suicides alors oui, il faut savoir aussi que ma filiation, elle est dans la violence au sein de la famille rapprochée, donc père et mère, avec tout ce que ça suppose, et puis tout le monde ne sait pas tout non plus, même Mohamed, même si c'est beaucoup de choses, il sait pas tout, et puis c'est plus la peine, tout ça aussi, ce travail a été fait, et je précise, si je peux me permettre, je l'ai fait sans psychologue, sans alcool, sans drogue, sans médicaments, sans rien. Uniquement toute seule. Donc, tout ça, il y a ce volet de violence et difficile dans la filiation. Déjà, il faut se reconstruire là-dedans. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai appris qu'effectivement, de mes 4 grands-parents, 2 s'étaient suicidés. Un du côté de ma mère, une du côté de mon père. Ça veut dire que moi, je porte pratiquement un héritage de souffrance systématique. Systématique. Et quelque part, j'accepte aujourd'hui, je commençais à l'accepter déjà avant de venir chez vous, mais aujourd'hui je l'accepte complètement, vraiment, vraiment, je le reçois, parce que les Algériens, et je dis les Algériens avec un grand pluriel, depuis que je suis arrivée, me disent que je suis quelqu'un de courageux, que je suis une femme de courage, et puis finalement je me dis, oui, quand même. Eh oui, parce que l'effet marquant aussi, Mohamed, si vous permettez, Madame Baha, une gamine de 8 ans, 9 ans, menacée avec un col de PA de 35, c'est pas facile, c'est un effet marquant dans la vie de l'adolescente. Donc là, une page publicitaire et on revient à la discussion. مشاهدينا الكرام فاصل ابقوا معنا.
أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في العدد الأول من برنامج ضد التيار، لقاء خاص يجمعنا بالروائية والكاتبة الفرنسية إيزابيل فاها، الأكاديمية والأستاذة الجامعية بفرنسا. الكاتبة عادت بكتاب تحت عنوان الطفلة الصغيرة بمستغانم، لا بوتيت في دو مستغانم، وهو عبارة عن رواية إنسانية عاشتها، وكان حلمها منذ 40 سنة العودة إلى الجزائر وأن تضع أقدامها مدينة مستغانم التي كانت تريد أن تولد بمستغانم، إلى أن والدها العسكري الفرنسي أصر على أن تولد بفرنسا وليس بالجزائر، وذلك العصبية التي كان باعتباره إنسان جلاد عاد من حرب لاندوشين إلى الجزائر. فشهادة حية من الكاتبة والأكاديمية السيدة إيزابيل فاها بحضور المخرج والصحفي مراسل قناة الوطنية محمد الزاوي. Donc la deuxième partie, c'est pour votre visite justement et ce retour à la terre natale, si je puis dire, Mostaganem. Donc c'était quoi votre sentiment arrivé à Mostaganem? Est-ce que les mêmes images de cette petite fille qui a grandi aujourd'hui, ce rêve qui se réalise, voir Salaman, Sablette à Mostaganem, tout sinon là ça vous dit quelque chose au fond de vous? Alors, je reviens sur le mot rêve. C'était pas un rêve de venir en Algérie. C'était pas un rêve d'aller à Mostaganem. C'est comme je disais l'autre jour, moi, mon rêve, par exemple, c'est de me promener toute seule avec un éléphant. Wow. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un rêve. Ça se passe au désert. Ça c'est un rêve. Pas en ville. C'est un rêve parce que celui avec le chameau est déjà fait puisque je l'ai fait au Niger, toute seule. D'accord. Toute seule avec des bergers et toute seule. Bon, d'accord, avec un chameau. Ça c'est un rêve. Or, venir en Algérie, c'est pas un rêve. C'est le cœur de cible d'un accomplissement. Voilà. Qui ne pouvait pas être de mon initiative. C'est pour ça que j'ai eu plein d'invitations pour venir en Algérie, mais je ne sais pas combien. Et j'ai refusé. Parce que je ne voulais pas que ce soit quelque chose qui soit trop dans l'intimisme, parce que j'avais peur que ce ne soit pas assez pris en compte justement cet accomplissement sur cette dénonciation de l'histoire, sur mon engagement et tout. Donc voilà. Alors, je dois parler que de Mostaganem, mais je n'ai pas le droit de parler d'Alger, parce que quand même les moments forts, ça a commencé déjà au consulat. Et avec dans Nanterre. Non, à Créteil. À Créteil. Voilà, déjà Créteil, au consulat, dans des conditions extrêmes, mais vraiment extrêmes. Imaginez-vous que le consulat est fermé le lundi et qu'il a ouvert exclusivement pour moi. Et déjà pour commencer, il y a eu déjà quelque chose de symbolique et de fort, et d'autant plus que mon visa, il est délivré pour 1 an. Et le vice-consul m'a dit, comme s'il avait eu quelque chose de prémonitoire, en me disant, je suis sûre que vous allez revenir en Algérie. Déjà, ça a commencé comme ça. Et après, il y a eu évidemment tous ces préparatifs en catastrophe, parce que j'ai pas du tout l'habitude. Moi, je suis organisée, voilà, il fallait tout faire en 72 heures. D'autant plus que je sortais du train de Lyon où j'étais en enquête historique pendant plusieurs jours et j'arrivais tout de suite pour travailler et sauter dans l'avion pour venir chez vous. Alors déjà, le moment fort, ça commence comme ça. Ça commence aussi à l'aéroport où on a déjà eu un débat sur la colonisation avec le douanier et la police. Déjà, Alger, arrivé à Alger. Alger, oui, bien sûr. Déjà, ça a commencé fort. Voilà. Et puis après, il y a tout ce que vous devez absolument savoir, et j'insiste là-dessus. C'est plus que de la surprise, c'est plus que de l'étonnement, c'est l'investissement de toutes les personnes ici en Algérie pour pouvoir m'accueillir. Et ma grande frayeur intérieure, je peux vraiment dire que j'ai été à certains moments pétrifiée. Ça, c'est de l'émotion, c'est un moment fort aussi. C'est de me dire, est-ce que je vais être à la hauteur de cet accueil? Est-ce que je vais être digne de cet accueil? Tout le temps, je me suis demandé. Ce qui fait que tout a été
traversée par l'émotion. Et jusqu'à hier matin, j'avais le bas des cils en dessous qui me brûlait parce que j'arrête pas de pleurer. Depuis que je suis là, j'arrête pas de pleurer et on va dire le moment fort qui peut chapeauter tous les autres, même si je parlerai après très vite d'Alger un peu plus sur Mostaganem, certes, c'est l'hymne national, qu'on me joue l'hymne national. Donc à Alger, ça a été la première fois. Donc le soir, je suis allée sur mon ordinateur, je suis allée chercher les paroles pour savoir ce que les gens chantaient. Vous pouvez nous dire un petit passage de l'hymne national. L'hymne national. Les 3 mots phares, témoigner, témoigner, témoigner. Vous pouvez le dire en arabe? Non, mais je vais l'apprendre phonétiquement. Fashhadou, fashhadou, fashhadou. En rentrant, je vais trouver quelqu'un qui me l'apprenne phonétiquement. Donc il faut que je l'écrive. Très bien. Mais déjà, de savoir les paroles. Témoigner, témoigner, témoigner. Ça veut dire que lorsqu'il y a eu le phrasé musical de l'hymne à Mostaganem, je pouvais reconnaître les 3 mots témoigner, témoigner, témoigner. Voilà. Ça, pour moi, c'est les moments. Mais rien que d'en parler, voilà, ça me. Il y a l'université de Bouzaréa, comment ça s'est passé? Alors, bon, je ne sais même pas par quoi commencer. Déjà, tous ces moments d'accueil dans ces petits salons, ces salons intermédiaires, comme si c'était un sas dans le crescendo, la relation humaine. Il y a quelque chose de symbolique. C'est petit, on est dans les fauteuils, il y a le thé, il y a les pâtisseries, il y a les gens qui s'occupent de vous, etc. Comme si on allait préparer quelque espèce de scénographie d'accueil. Après, quand on rentre dans la grande salle, et la grande salle à Alger, quand on est rentré, moi j'étais terrorisée quand j'ai vu toutes les caméras en me disant mais je suis désolée, une petite chose, même si tout le monde me dit que je ne suis pas une petite chose. T'empêche, j'en suis une quand même. Et donc, d'être accueillie par le recteur avec une attention. Moi, je pense que j'ai noué des relations qui vont perdurer, je pense, ici. Donc, ça a été un grand moment fort, cet hymne, déjà pour ça, et puis le fait que je puisse intervenir avec Fatima, cette avocate de renom, et qui en fait était dans une, dans une complémentarité, alors que 5 minutes avant, nous ne nous connaissions pas. Et je lui ai demandé l'autorisation, quand je suis intervenue, si je pouvais l'appeler ma consoeur. Pas consoeur en tant qu'avocate, mais consoeur de conscience. Voilà, consoeur de conscience. Et je pense que son regard, justement, ses yeux... elle est chargée de dossier les événements de Regan, les essais et donc, nucléaires, il y a 1961. tout de suite quelque chose qui s'est fait. Et puis après... à nouveau, des relations, quelque chose toujours de personnel fort, toujours autour de l'humanité. Et puis ce cadeau magnifique qui m'a été fait à l'université donc d'Alger, avec un tableau qui montre en métal repoussé, donc vieilli, sur le port largement avant la colonisation. Et puis, il y a d'autres moments. Eh bien, il faut quand même qu'on parle de Mostaganem, parce que, même sans faire de la hiérarchisation des événements, il faut quand même en parler. Alors, Mostaganem. Et j'entre dans cette université et je vois le recteur et tout l'ensemble du corps professoral qui m'attend. Je n'ai pas osé sortir de la voiture pendant quelques minutes. J'y arrivais pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Vous attendez pas... Et pourtant... Eux, ils m'attendaient depuis longtemps parce qu'on a pris du retard. En tous les cas, je suis arrivée, je dis mais ça c'est pas pour moi. Et pourtant si. Et alors le recteur de l'université de Mostaganem s'est vraiment occupé de moi à un point incroyable, jusqu'à veiller à ce que je descende l'escalier dans de bonnes conditions, etc. Ce bouquet de fleurs. Et puis j'ai tenu, et ça j'insiste, j'ai tenu à écouter très attentivement la présentation de chaque enseignant et surtout chacun dans sa discipline. Ce qui fait que tout de suite après, j'ai pu interpeller le professeur de lettres, le professeur d'informatique, etc. Très bien, parce qu'à Mostaganem, il y avait l'étudiante Hanan, qu'on va parler tout de suite. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, l'étudiante Hanan, qui a préparé aussi une thèse, mémoire de master, justement, pour le livre La petite fille de Mostaganem. Par contre, on a un deuxième sonore à écouter et on va revenir à...
مشاهدينا الكرام، معنا هذا التسجيل الثاني للسيدة إيزابيل فاها. نتابع ما جاء فيه دائما من استجواب أو إخراج الزميل محمد الزاوي. نتابع. La petite fille de Mostaganem. Alors là, c'est un titre tout à fait volontaire, puisque la problématique de mon histoire, elle commence déjà trop tôt, puisque ma mère est enceinte de moi à Mostaganem, mais que mon père et elle ne veulent absolument pas que leur enfant naisse parmi les Arabes. Donc, mon état civil, comme d'ailleurs celui de mes cousins et mes cousines à peu près du même lignage, puisque la famille de ma mère est installée à Mostaganem, à Arzeu et à Djeli. Tous ces enfants-là de ce lignage qui est le même que le mien sont tous nés à Mostaganem ou dans une ville algérienne. Moi, je suis la seule enfant à ne pas être née en Algérie, parce que, justement, il y a cette volonté de mes parents de ne surtout pas que leur enfant puisse naître sur le sol algérien. Donc, elle revient à Strasbourg, en Alsace, donc ma ville natale, pour accoucher de moi. Et puis, après un certain temps, elle va de nouveau repartir avec, rejoindre son mari qui est stationné donc comme légionnaire là-bas. Et avec moi, là, pour le moment, encore petite fille. Donc, cette petite fille de Mostaganem, ben, je me suis... comment dire, autoriser une filiation du sol qui aurait dû être la mienne quelque part et qui m'a été interdite d'une certaine manière par raison idéologique de ma famille, et c'est pour ça que je me considère comme la petite fille Mostaganem. Et après, il y a eu quelque chose aussi de très doux et de très émouvant, c'est que bon, Henri Alleg a comment dire, préfacé le livre, et chaque fois qu'il m'écrivait, il disait toujours « chère petite fille de Mostaganem ». Et ça m'avait aussi beaucoup touchée à l'époque. مشاهدينا الكرام، بعد متابعتنا لما جاء في هذا التسجيل، je reviens vers vous, Madame Faha, justement, ce retour à Mostaganem. Et la rencontre avec cette étudiante que vous avez échangé avec elle, des emails justement. Alors, c'était quoi cette relation justement avec on va rester sur le champ de Mostaganem, hein, mais par contre, il ne faudra pas qu'on se quitte sans que je puisse parler quand même encore d'Alger, parce qu'il me manque quand même des choses sur Alger qui sont quand même importantes. Hein. Donc c'est vrai qu'on met un peu la focale sur Mostaganem, mais il ne faut pas oublier Alger aussi, parce que là aussi, ça en est quand même passé beaucoup de choses. Hein. Mais malheureusement, il nous reste 15 minutes, donc il faut profiter au maximum. Oui, il faut faire vite. À Mostaganem, donc en 2020, je découvre par hasard sur Internet qu'une jeune étudiante a fait son mémoire de master sur mon livre. Au départ, je crois que c'est juste une simple référence, et en fait pas du tout. Le sujet central de sa recherche, c'est mon livre. Donc à ma grande surprise, beaucoup d'émotions aussi, je prends contact avec elle, ça se passe pas trop, enfin il n'y a pas de suite avec son professeur et tout. Et quand j'ai su que je venais en Algérie, une des premières choses que j'ai demandé à Mohamed, il faut absolument retrouver cette étudiante. Et en fait, pendant le voyage, on m'a dit qu'on ne l'avait jamais retrouvée. On m'a raconté des saperlipopètes dans la voiture, exprès pour me préparer à la surprise. Et en fait, cette jeune fille était là, et ça a été un grand moment de rencontre, aussi bien pour elle que pour moi. Et j'avais évidemment l'intention de la faire venir à la tribune pour qu'elle parle de son travail, et on a pu échanger ensemble. Ensuite, l'université a imprimé son travail et me l'a offert dans un joli sous-main avec les lettres filigranées dorées, reconnaissance et remerciements. Donc ça, c'est encore un grand moment. Et puis, elle était très émue, et moi aussi, parce qu'elle a pu manger à côté de moi au restaurant. Donc ça a été donc encore un moment fort à Mostaganem. L'autre aussi, c'est cette professeure d'art. Voilà, justement, on vous voit sur l'image avec la fille Hanan et le recteur. Voilà, exactement, exactement. Quelle fierté, quelle fierté. Et moi qui suis enseignante, quelle fierté de pouvoir avoir cette concrétisation. Et je peux vous assurer que tout ça, je vais l'expliquer à mes étudiants en France. Et donc, du coup, il y a eu ça. Et puis, cette femme qui peint un tableau spécifique pour moi autour des enfumades. D'emblée, on veut m'expliquer ce tableau. Et moi, d'emblée, avec courtoisie, je dis non, c'est moi qui vais vous dire ce que je vois dans ce tableau. Et ça a été la stupéfaction générale que je sois capable de la... Ça a été la stupéfaction générale que je puisse l'interpréter de la sorte. Donc il y a eu ça. Évidemment,
la clôture de cette journée à Mostaganem a été que je puisse retourner sur la, comment dire, sur la plage de Sablette. Pensez-vous, excusez-moi Madame Baha, une question qui me revient comme ça, pensez-vous que votre père a participé à ce génocide de Mostaganem? Non, mais non, pas, non, pas à Mostaganem lui-même, mais comment dire, là, en fait, il partait en mission. En opération, comme on dit. لأن المحرقة صارت في 1845 ولكن كان فيه واحد من العائلة نتاعها اللي شارك في هذه المحرقة. Il y a un membre de ta famille qui a participé dans les enfumades. Alors, c'est pas un membre de ma famille, c'est pas un membre de ma famille, c'est la famille de la jeune fille que mon oncle maternel va épouser quelques dizaines d'années après. Donc, en fait, ce lien se fait aussi, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque un mauvais supplément d'âme quelque part. Donc, et puis, donc il y a cette histoire de tableau. Il y a évidemment l'hymne aussi, à nouveau, mais que cette fois, je sais de quoi il s'agit, donc, mais je dois me crampoter à l'estrade pour pas m'évanouir tellement c'est fort. Et on finit la journée dans ce fameux, dans ces fameuses grottes, qui était la première demande avec celle de la jeune étudiante, en disant je veux aller là-bas. Donc j'y étais avec toutes ces personnes-là, escortées évidemment, puisque c'est un lieu sensible. Et je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu une espèce d'une remontée de révolte encore plus forte, en disant comment est-ce qu'on peut nier l'histoire à ce point quand on sait ce qui s'est passé. Et une fois de plus, ça a été j'ai à ma place, et ce que je fais, eh ben c'est juste ce que je fais. Et nous sommes fait une promesse avec le recteur de Mostaganem et une des enseignantes que nous nous retrouverons ensemble. On a mis notre main sur la stèle, et en disant je veux revenir, et on fera un des séminaires communs avec les étudiants algériens pour pouvoir travailler ces questions-là. Et donc ça, c'est cette journée de Mostaganem. Et puis je veux revenir vraiment impérativement sur Alger. C'est que... Toujours à Mostaganem, il y a eu cette visite aussi, Sablette et Salamane, les deux endroits sacrés. Alors ça je l'ai dit tout à l'heure avant que l'émission soit interrompue. Mais c'est vrai qu'il faut dire, je vous dis beaucoup de choses, hein, c'est énorme. Donc laissez-moi revenir quand même sur Alger. Je vous en prie. Donc indépendamment de la visite et de cette rencontre aussi avec les professionnels de l'enseignement du haut niveau en Algérie, et là aussi j'ai envie de dire aux téléspectateurs, ça aussi, mais qu'est-ce que vous avez à envier de la France? Vous aussi, vous avez votre intelligentsia, vous aussi, vous avez vos doctorats, c'est incroyable. Je pense que moi, quand je suis du métier, j'ai immédiatement perçu le niveau de connaissance, le niveau de compétence et de professionnalisation au sein de la pédagogie, au sein de l'enseignement, des connaissances. Et je ne vois pas pourquoi, une fois de plus, on pourrait minorer cela par rapport au potentiel universitaire français. Et j'ai presque envie de dire que tous les deux ont tendance à être ensemble. Tu étais impressionné par le nombre d'étudiants, 45 000 à Bouzria. Et puis, quand tu montais à un étage, tu as vu les bus. 45 000 étudiants à gérer. Moi qui connais l'organisation, c'est absolument incroyable. Comment est-ce que vous vous en sortez avec 45 000 étudiants sur le plan de la préparation des examens, le recrutement des professeurs et tout ça. Et donc, par rapport à Alger, un autre moment incroyable, c'est quand même aussi à ma demande, et en fait toutes mes demandes ont été réalisées, c'est pour vous dire, il y a des magiciens et des fées. Grâce à l'Ouattania et Marsad المجتمع المدني المرصد. Oui, c'est ça, l'observatoire que je rencontre demain. Et donc du coup, ce musée, c'est le musée qui alors, indépendamment, je le dis aussi avec un petit clin d'œil, à part l'histoire de Boubédienne, qui est quand même extrêmement rocambolesque, je n'ai rien appris de nouveau, puisque tout ce qui était dans le musée, c'est ce que j'enseigne dans le détail près. Vraiment dans le détail près. C'était entièrement familier. Et en fait, ça, une fois de plus, ça confirme
ce que j'ai fait comme travail préliminaire jusqu'à maintenant. Très bien. Si vous permettez, Madame Wahab, parce qu'il nous reste juste 5 minutes, ce qu'ils me disent justement les collègues au niveau de la régie. Les 5 minutes qu'il nous restent, j'ai une petite question justement. En ce moment, les relations sont tendues entre Paris et Alger, malheureusement. Quel est votre message au peuple français comme aux Algériens, surtout quand certains hauts responsables français, quand ils parlent de l'Algérie, ils disent que les événements en Algérie, que c'était une guerre de libération. Et les Français aujourd'hui refusent de demander le pardon par rapport à ce que vous avez vécu, vous, et ce qu'il a vécu le peuple algérien. C'est quoi votre message? Je vais vous répondre de la façon suivante. Ouais. Il y a 2 niveaux. Il y a les décideurs et il y a le citoyen. Et moi, je suis une citoyenne. Et j'occupe quelques centimètres carrés avec mon 37 et mon 38 de mes chaussures sur le sol. Et j'ai envie de dire que même ce petit espace, eh ben je l'occupe, c'est pas je vais l'occuper, je l'occupe depuis longtemps, justement pour participer à quelque chose qui devrait autant que possible, laissez-moi cet espoir, même si on me parle, bon, laissez-le-moi cet espoir, aller à contre-pied de ça. Et que le travail n'est pas d'opposer 2 pays, mais de mettre bout à bout 2 pays avec leur richesse, et ça me ramène encore à quelqu'un que j'admire beaucoup, Abdelmalek Sayad, donc le sociologue algérien, qui parle de l'immigration en disant les personnes héritières de l'immigration. Quand on a un héritage, on a un patrimoine. Donc mon travail, notre travail citoyen, acteur, quel que soit, à n'importe quel niveau, c'est à nous justement de mettre bout à bout ces héritages pour en faire un vrai patrimoine commun. Alors, mon message à moi, c'est celui-là. Et c'est celui-là que nous avons posé dans nos mains sur la stèle des martyrs de la grotte, avec le recteur de l'université de Mostaganem et ma consoeur enseignante. Et de se dire que nous, ensemble, avec nos mains réunies sur cette stèle, eh ben on va aller ailleurs que là où on veut nous emmener. C'est-à-dire dans la haine, une fois de plus. Comment est-ce que moi, mon message, c'est de rétablissement la haine en humanité, et puis, pour finir, en amour. Ce qui s'est passé en Algérie, que ce n'était pas des événements. Et en amour, convertir tout ça en amour. Et c'est tellement vrai que depuis que je suis arrivée en Algérie, et je pense qu'on va finir là-dessus, j'ai un nombre incroyable de gens qui me serrent dans leurs bras et qui me font des câlins. Et le mot d'ordre de ce voyage, c'est câlin. Et même des gens que je ne connais pas, qui me reconnaissent même dans la rue ou ailleurs, et partout, même cette petite jeune femme qui m'a maquillée tout à l'heure, elle m'a prise aussi dans ses bras. Et je crois qu'il y a une femme à la mosquée oui, mais je viens de dire, il y en a plusieurs, une jeune fille. Oui, et il y a quelque chose qui t'a touché beaucoup, je pense, la médaille qu'on t'a donnée à Maqam Shahid dans le musée. Mais je vous dis, on aurait tellement de choses à dire. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire au niveau de la réécriture historique? C'est pas des paroles, c'est pas des choses qui se disent dans un colloque ou dans un livre. Moi, fille de tortionnaire, dans ce pays qu'est l'Algérie, je reçois une médaille des martyrs au musée. Mais qui peut dire ça? Qui peut le prouver? C'est un message à transmettre, justement. Et ça, c'est... en fait, c'est le message, avec un M majuscule. Moi, ça n'a pas sauté des générations. Moi, dans cette ville d'Alger, je reçois cette médaille des martyrs. Et pourtant, je suis la fille de celui qui est à l'origine de ces martyrs. Si vous saviez ma fierté, et si vous saviez l'émotion aussi, et il faut que ça... On t'a conseillé même de ne pas partir en Algérie. Ah, et dans ce contexte général, il faut savoir, effectivement, merci de me le rappeler, Mohamed, on m'a dit, ne pars pas, ne partez pas, va vite à l'ambassade de France pour signaler que tu es là, tu risques de venir en otage. On m'a demandé si j'étais en ordre sur le plan médical, sur le plan financier. C'est qui vous a dit ça? À l'environnement. À l'environnement. Déjà, voilà. Ouais.
Et moi, j'ai envie de rester. Hein. Peut-être qu'on peut considérer peut-être qu'il n'y a pas d'avion demain, par exemple. Elle est belle, l'Algérie. Non, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Vous savez bien qu'elle n'est pas belle, cette Algérie. Elle est absolument pas belle, mais pas belle du tout. Mais pas justement كلمة أخيرة محمد، نظن الوقت نهاية لا أدري، أنا سعيد جدا نعم أنها موجودة، نعم. أنك رافقت وموجودة بيناتنا ورافقتها نعم. وغيرها، نعم. ويعني وهي اللي تتكلم فقط. وي يعطيك الصحة. ونشكر يعني كل الناس اللي ساعدونا في هذا الرحلة. وحتى باش نوضحوا هذه النقطة نعم. محمد، أنه الشعب الفرنسي ليس كل ضحية ما يقدمه الإعلام اليمين المتطرف وشيطنة كل ما يتعلق بالجزائر، خاصة ملف الذاكرة اللي يبقى معلق ما بين البلدين، وهو من بين الأسباب التي زادت الطين بلة مثل ما يقال، خاصة الجناح اليميني المتطرف عندما يتكلم على ما حدث في الجزائر، وهو كريم كونتر ليمانيتي، يعني جرائم ضد الإنسانية ما حدث طيل القرن 30 سنة. أنه أحداث الجزائر، وهي ليست أحداث الجزائر وإنما كان حرب تحريرية من أجل الأرض والعرض. Madame Isabelle Vaha, je vous laisse le mot de la fin justement. Malheureusement, bon, c'est fini. Peut-être on aura d'autres occasions après votre retour. Je le souhaite très fort, d'autant plus que ça donnerait raison au consul au vice-consul de m'avoir donné un visa pour un an, donc ça lui donnerait raison. C'était presque prémonitoire. Moi, je vous dis un merci panoramique à toutes, à tous, à tous les niveaux, à tous les lieux. Parce que oui, j'étais la petite fille de Mostaganem, mais aujourd'hui je suis la grande fille de Mostaganem et je le suis grâce à vous. Très bien. Merci à vous, Madame Isabelle Vaha, d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite bon retour et à la prochaine. Volontiers. Merci à vous. محمد يعطيك الصحة على هذا اللقاء الجميل والإنساني المعبر فعلا، وما قمت به من استجواب ولقاء خاص في بيت السيدة إيزابيل فاها. وربما هناك فرنسيون آخرون يقاسمونها نفس الإحساس ونفس الشعور، وتتاح الفرصة لتسليط الضوء عليهم في برنامج ضد التيار. ضد التيار هو برنامج حلقات خاصة كلما استدعت الأحداث. بهذا مشاهدينا الكرام أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. موعدي بكم يتجدد الأسبوع المقبل وموضوع آخر للنقاش. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة. أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء.